Compiègne, dans l'Oise, en Picardie. Voici Angélique Dumez, une adolescente de 14 ans. Sur cette vidéo de famille qui date de juillet 1992, apparaît une jeune fille réservée, au sourire timide. Angélique a eu une enfance heureuse avec pour principale passion la danse. C'est la mère d'Angélique qui a élevé sa fille seule après son divorce. Comme deux véritables copines, la mère et la fille partagent tout. Lors de cette fête, personne ne se doute alors que 4 ans plus tard, une terrible tragédie va s'abattre sur la famille d'Angélique. Samedi 12 octobre 1996, ce jour-là n'est pas une date comme les autres pour Angélique, car c'est l'anniversaire de sa meilleure amie, Nathalie. La fête débute à 19h30 dans une petite salle située près du domicile de sa mère. À minuit, il est prévu que la soirée se poursuive dans le centre-ville en boîte de nuit. Elle me dit écoute maman, est-ce que tu peux nous emmener au City Hall parce que les garçons ont un peu bu et donc je dis oui et j'emmène les 2 filles à la discothèque au City Hall. Je la dépose. Avant, je lui demande comme d'habitude si elle a ses clés, si elle a sa carte d'identité. Elle me répond que oui. Et puis elle sort de la voiture avec sa copine, elle traverse la rue, elle embrasse le videur qu'elle connaissait bien. C'est la dernière fois que Marie-Pierre Mazier verra sa fille. Le lendemain matin, le dimanche 13 octobre, tout le monde se réveille. Mais Angélique n'est pas rentrée. Le lendemain, mon mari se lève de bonne heure parce qu'il va au salon de l'auto à Paris et il se rend compte que la clé n'est pas sur la serrure. Donc il vient me voir, il me dit « Angélique n'est pas rentrée ». Donc je lui dis « Oui, c'est normal, ils ont prévu d'aller prendre le petit déjeuner à la salle où l'anniversaire avait commencé. Donc je pense qu'elle va rentrer d'ici une petite heure ». Vers 10h du matin, Angélique ne donne toujours pas de ses nouvelles et cela ne lui ressemble pas. Préoccupée, sa mère appelle alors les amis de sa fille. Ils me répondent que non, Angélique n'est pas avec eux, qu'elle n'est pas rentrée avec eux. Donc là, je commence vraiment à m'inquiéter. Je me dis, c'est pas normal. Et j'appelle donc son ami qui habite juste à côté de la maison. Donc c'est sa mère qui me répond. Et je lui dis, est-ce que les filles sont rentrées? Donc elle me dit oui, tout au moins la mienne est rentrée. Après, je ne sais pas, je vais voir. Donc elle va voir si Angélique est avec sa copine. Et la copine est toute seule, Angélique n'est pas avec elle. Donc à partir de là, je suis vraiment très très inquiète. Affolée, la mère d'Angélique se précipite au commissariat de Compiègne. Et les policiers ne sont pas surpris de la voir, car quelques heures plus tôt, ils ont fait une terrible découverte, le matin, dans la forêt de Compiègne. Les policiers nous font rentrer dans un bureau et nous disent, voilà, Angélique a été retrouvée à côté du wagon de l'Armistice dans un talus et elle a été tuée à coups de couteau. Je ne veux pas le croire, quoi. C'est impossible pour moi que ce soit arrivé. Angélique, 18 ans, a été sauvagement assassinée. Pour sa famille et ses amis, c'est la stupeur. Angélique était une jeune fille sans histoire. Étudiante en semaine à Amiens, elle rentrait tous les week-ends chez sa mère à Compiègne. Elle était tout le temps pleine d'entrain, elle aimait rigoler, elle aimait plaisanter. C'est une jeune fille sans histoire, rieuse, qui a beaucoup d'amis. C'était l'assistante sociale du quartier. On l'appelait l'assistante sociale parce que tous ses copains venaient toujours la voir quand ils avaient un souci. Elle aimait beaucoup sortir, que ce soit en boîte ou des anniversaires chez des amis. Ça lui plaisait beaucoup. Oui.
Les policiers informent la mère d'Angélique que le corps de sa fille a été découvert par un promeneur ce 13 octobre 1996. Il est à peu près 9h, 9h30 du matin en forêt de Compiègne. Un cycliste effectue une promenade. Et là, sur une longue allée bitumée, bordée d'herbes, d'un peu de verdure, il découvre un corps. Ce corps est recroquevillé sur lui-même. Les vêtements sont arrachés pour partie. Et il y a des blessures visibles à différentes parties du corps, comme des blessures faites à l'arme blanche. La scène est atroce. Du sang partout, sur la route, des traces de coups de couteau dans le ventre, à l'avant-bras, mais surtout, elle a été égorgée. D'emblée, l'enquête s'annonce très délicate, et cela pour une raison très simple. La collecte des indices est rendue difficile à cet endroit pour les enquêteurs parce que c'est un dépotoir, c'est-à-dire qu'on y trouve de tout. Des bouteilles de whisky, des canettes, les gens passent à cet endroit et jettent. Néanmoins, ils trouvent un blouson noir à proximité du corps, mais aussi un couteau de cuisine. Le lundi matin, le corps de la victime est autopsié. Et rapidement, le légiste détermine l'heure de la mort, entre 4h et 6h du matin dans la nuit du samedi au dimanche. On touche clairement au comble de l'horreur dans cette affaire, puisque le médecin légiste confirme que le tueur a procédé à une tentative de décapitation. L'assassin s'est acharné sur sa victime, à savoir que le corps porte plusieurs traces de coups de couteau. L'autopsie ne confirme pas seulement la violence du crime, mais fournit également une précieuse indication. Le rapport d'autopsie confirme que le couteau qui a été découvert à proximité du corps est bien l'arme du crime. C'est la nature des plaies relevées sur la victime qui permet au légiste d'affirmer que le couteau retrouvé sur la scène du crime est bien l'arme qui a tué Angélique. Seulement cette pièce à conviction ne fournit que peu d'éléments, car le couteau a été nettoyé et il ne comporte plus aucune empreinte digitale ni aucune trace de sang. Autre difficulté pour les enquêteurs, il s'agit d'un couteau de cuisine produit en grande série que n'importe qui peut posséder chez lui. Toutefois, le rapport d'autopsie fournit aux policiers une nouvelle information capitale pour tenter d'identifier le tueur. Angélique a été violée et la jeune femme a tenté de se défendre vigoureusement. Ce qu'on a trouvé sous ses ongles prouve que la jeune fille s'est débattue. À partir de ces traces de relations sexuelles et puis également à partir des traces de lutte, on arrive à trouver un certain nombre d'éléments qui permettent d'avoir un profil ADN. Les enquêteurs disposent donc de l'ADN de l'homme qui a violé Angélique. Mais là encore, cet indice déterminant ne leur sera pas d'un très grand secours. Car nous sommes en 1996 et à l'époque, le fichier national des empreintes génétiques n'existe pas encore. Seul l'ADN des violeurs qui purgent une peine de prison est répertorié. En 1996, ce profil ADN, on ne peut pas en faire grand-chose. Et cela va nous servir si on arrive à trouver l'auteur et si on peut comparer l'empreinte génétique de cet auteur à cette empreinte-là, mais cela ne va pas nous aider à retrouver cet auteur. L'enquête s'annonce longue et particulièrement difficile, avec un autre problème de taille. L'examen de la scène de crime n'a pas été fait dans les règles de l'art. En effet, ce sont de simples policiers qui ont procédé aux premières constatations sans avoir pris les précautions d'usage dans une affaire criminelle. Tous les policiers sont arrivés un peu n'importe comment, quoi, comme des cow-boys, et ils font un peu n'importe quoi, ce qui fait qu'après, on ne peut plus... Je vous dis, la scène de crime n'est même pas délimitée, donc n'importe qui, même les journalistes, ont réussi à s'approcher du corps d'Angélique. On va retrouver des vêtements qui sont près de la scène de crime. Ces vêtements-là vont même pas être saisis. Tout est fait absolument n'importe comment. Il y avait une bouteille de whisky qui était à côté d'Angélique, à moitié vide. La bouteille de whisky, elle n'a pas été ramassée.
Quand la police judiciaire de Creil est saisie de l'affaire, il n'y a plus rien à tirer de la scène de crime. Il faut reprendre l'enquête à zéro. Comme il est d'usage dans ces cas-là, la PJ va reconstituer l'emploi du temps de la victime, la nuit du drame. A commencer par la boîte de nuit où Angélique a passé sa dernière soirée. On sait que la jeune fille est arrivée dans la discothèque à minuit. Mais qu'a-t-elle fait ensuite? Qui a-t-elle rencontré? Et avec qui a-t-elle dansé? Il s'attache à retracer ses relations, ses amis, les personnes qu'elle a pu rencontrer ce soir-là, de façon à savoir précisément quand elle a pu disparaître. À 1h30, je sais qu'il y a un de ses copains qui est parti parce qu'elle s'est disputée avec lui. Elle a rencontré un autre petit copain dans la discothèque, donc forcément ça a fait un petit peu de jalousie, ça a créé de la jalousie entre les garçons. À partir de ce moment-là, Angélique se sépare du groupe. Elle reste dans la boîte de nuit. Certains témoignages expliquent qu'on la voit discuter et passer un moment de la soirée avec un homme. Les mêmes témoignages disent qu'ensemble, ils consomment de l'alcool, ils boivent de la vodka. Une bouteille est derrière le bar avec le nom d'Angélique dessus, comme ça se pratique couramment. Puis, 4 heures du matin, on perd la trace d'Angélique. Les enquêteurs le savent. Angélique a donc quitté la boîte de nuit à 4 heures du matin. Reste un mystère. L'étudiante est-elle sortie seule ou accompagnée? À 1h de la nuit où il y a tout le monde qui sort de boîte, c'est dur à croire que personne n'ait rien vu, quoi. Elle connaît tout le monde, que ce soit les clients ou le personnel de la discothèque, elle connaît tout le monde et tout le monde la connaît. Et cette nuit-là, personne ne l'a vue sortir. Angélique s'est volatilisée. Les policiers ne veulent exclure aucune piste. Alors, ils entendent tous les proches et les connaissances d'Angélique. Tout est épluché, c'est-à-dire que l'emploi du temps des proches, à quel moment ils ont quitté Angélique, c'est-à-dire que donc ceux de la salle des fêtes, mais c'est aussi ceux de la discothèque. Ça ne donne rien. Pour écarter définitivement la piste de l'entourage d'Angélique, les enquêteurs s'appuient sur l'indice capital retrouvé sur la victime, l'ADN du violeur de l'étudiante. Les policiers ont demandé un prélèvement ADN sur tous les copains d'Angélique, y compris ceux qui n'étaient pas à la soirée. Prélèvement revenu négatif et puis terminé, on n'en parle plus. Oui, ça a été écarté. C'est la première chose qui a été faite. Tous les proches d'Angélique sont donc écartés de la liste des suspects. Reste à déterminer si la jeune fille aurait pu faire une mauvaise rencontre dans la boîte de nuit. La police judiciaire de Creil va alors entreprendre un travail de titan. Interroger toutes les personnes qui étaient présentes dans la discothèque ce soir-là. Et il y en avait des centaines. La boîte de nuit était, ce soir-là, est pleine. Ils réussissent à interroger, de mémoire, près de 300 personnes. Ça va être un travail colossal. Ils vont partir de toutes les factures de carte bleue, des chèques. Ils vont partir des témoignages des uns, des autres, qui vont dire « Ah bah oui, on était avec un tel, un tel, un tel ». Et ils vont recueillir des dizaines et des dizaines de PV d'audition. Au fil de ces interrogatoires, il leur est impossible de relier qui que ce soit au meurtre d'Angélique. Conclusion des enquêteurs, Angélique a quitté seule la discothèque et a rencontré son agresseur à l'extérieur de la boîte de nuit. De quoi alimenter une rumeur inquiétante. Un tueur rôde dans la ville. À Compiègne, l'affaire Angélique provoque une onde de choc dans la population. Toute la ville ne parle plus que de ce drame atroce.
c'est l'effroi qui s'abat sur une communauté. Pour une raison bien simple, c'est que Angélique est sortie avec ses amis dans une boîte de nuit en plein cœur de la ville, à côté de l'hôtel de ville, un endroit où les parents laissent leurs enfants ados se rendre, j'allais dire en toute sérénité. C'est le dernier endroit où on puisse imaginer que son enfant soit en danger de mort qui plus est. Les habitants se disent que ça aurait très bien pu être leur fille, ça aurait très bien pu être leur amie, ça aurait très bien pu être leur sœur. Et il y a un énorme soutien de la population de Compiègne. Il n'y a qu'à se souvenir des obsèques dans la petite église Saint-Germain le samedi qui suit la découverte du corps d'Angélique. Il y a des centaines de personnes qui sont là, des jeunes, des vieux, des amis, des proches, mais aussi des anonymes. Et on a des mères de famille, des pères de famille qui témoignent à cette époque-là, qui discutent entre eux. Cette ville est touchée dans sa chair à ce moment-là. Une psychose s'empare de la ville de 40 000 habitants. Tout le monde se pose la même question. Et si le meurtrier était parmi nous ? Tout le monde se dit, mais l'assassin est peut-être compiègnois, il est peut-être proche, proche de nous, c'est peut-être quelqu'un que l'on connaît, c'est peut-être un père de famille. Tout le monde est suspect sans l'être. La peur règne sur la ville et l'enquête piétine. Que s'est-il passé entre 4 h du matin, le moment où Angélique a disparu de la boîte de nuit, et 9 h du matin, heure à laquelle son cadavre a été découvert par un promeneur? En désespoir de cause, les policiers abattent leur dernière carte. Un appel à témoins est lancé pour pouvoir recueillir tout témoignage qui permette de retrouver des gens avec qui elle a pu entrer en contact en quittant la boîte de nuit. Et là, c'est clairement une bouteille à la mer qui est lancée, parce que très clairement, à partir de ce moment-là, les pistes se referment les unes après les autres, n'aboutissent pas, l'enquête se met à patiner. L'appel à témoins reste sans réponse. L'enquête est dans l'impasse, et cela pendant plusieurs mois. Juillet 1997, 8 mois après la disparition d'Angélique, les enquêteurs bénéficient d'un coup de pouce totalement inattendu. Car un individu qui se prénomme Gérard appelle la police en pleine nuit et il affirme connaître le meurtrier. Il est en pleurs et il affirme au téléphone connaître l'assassin d'Angélique qui s'appellerait un certain Thierry. Pour la première fois, les enquêteurs sont sur une piste précise. Les policiers se précipitent au domicile de Thierry pour l'interroger. Quand les policiers arrivent, ce fameux Thierry n'habite plus là depuis quelques jours, depuis fin mai, puisqu'il a rendu les clés de sa chambre. Les policiers décident tout de même de perquisitionner la chambre du fameux Thierry. Et ils font d'emblée une découverte très inquiétante. Sur place, les enquêteurs vont commencer par trouver des traces de sang séché sur le sol. Les policiers suspectent que Angélique aurait pu être tuée dans cette chambre. Les experts de la police scientifique font des relevés. Ils emportent les meubles, la table. Ils iront même jusqu'à démonter les lames de parquet pour trouver un indice, du sang, notamment celui, bien sûr, d'Angélique. Les enquêteurs se mettent à la recherche de ce Thierry. Et l'homme est rapidement interpellé dans le centre-ville. Amené au commissariat, Thierry, l'accusé, est alors confronté à son accusateur, Gérard. Pendant 48 heures, les deux hommes sont auditionnés par les policiers. Chacun donne sa version. Gérard continue à dire que Thierry est bien l'assassin d'Angélique, alors que Thierry tombe des nues, puisqu'il ne connaît même pas cette affaire et il ne sait même pas pourquoi on l'a interpellé. Seulement après plusieurs heures d'audition, l'affaire prend une tournure inattendue. Car Gérard, l'homme qui accuse Thierry,
n'est plus tout à fait sûr de ces accusations. Audition après audition, Gérard finit par craquer. Il explique aux policiers qu'il a voulu aller régler un compte avec son camarade de beuverie parce qu'il y a au milieu une sombre histoire de copines qui seraient passées de l'un à l'autre. Et donc, Gérard explique que jamais son compère n'a confessé le meurtre d'Angélique. Les enquêteurs reviennent au point de départ. Quant à Gérard, il va écoper de 6 mois de prison ferme pour dénonciation mensongère. Thierry est totalement innocenté, et pour cause, le sang retrouvé dans sa chambre n'est pas celui d'Angélique, mais de vieilles taches de sang qui datent de plusieurs années. Octobre 1998, 2 ans après le drame, la mère d'Angélique est désespérée. Toujours aucune trace de l'assassin de sa fille. Marie-Pierre Mazier se sent abandonnée. Mais un jour, alors qu'elle rentre chez elle, une voisine l'aborde pour lui proposer son aide. Je la vois rentrer, passer le porche près de chez elle. Je pense qu'elle rentre du cimetière et je la trouve pas bien, désemparée. Apparemment, l'enquête n'avance pas beaucoup. Donc je lui propose mon aide pour pouvoir faire en sorte que le crime ne reste pas impuni. Je me dis, bon allez, ça y est, c'est parti, je vais me battre. Je vais me battre pour essayer de retrouver le meurtrier d'Angélique. Et là, on organise pour la première fois une manifestation pour Angélique. Dès cet instant, la mère d'Angélique, épaulée désormais par un comité de soutien, entame un véritable combat. Elle retrouvera coûte que coûte le meurtrier de sa fille. Le 12 décembre 1998, une première marche blanche pour Angélique est organisée dans l'Oise. Et comme l'enquête de police ne progresse pas, la mère d'Angélique décide de prendre les choses en main. Elle lance ses propres appels à témoins à l'aide de ballons. 890 ballons au total, avec une photo d'Angélique et un numéro de téléphone, celui de la mère de la jeune disparue. Elle mène un combat où elle met une forme de pression à tout le monde. Il n'est pas question qu'on ne retrouve pas l'assassin de sa fille. Il n'est pas question que le meurtre de sa fille devienne une affaire parmi tant d'autres. Imaginez ne pas savoir ce qui a pu se passer, ne pas pouvoir identifier l'auteur de ce crime, c'est impensable. Elle va remuer ciel et terre en permanence pour s'assurer que jamais, au grand jamais, l'affaire ne soit enterrée. La mère d'Angélique a gagné sa première bataille, mobiliser les médias. Elle espère qu'un témoin, en lisant le journal ou en regardant la télévision, se rappellera de quelque chose. Moi, je m'oblige à garder espoir de toute façon. Je n'ai pas le droit de baisser les bras et je ne les baisse pas. Mais les policiers n'ont pas de pistes sérieuses. Alors ils vont tenter de faire des rapprochements. Principalement avec des tueurs en série. Avec une seule idée en tête, et si l'assassin d'Angélique était un récidiviste. En décembre 1999, les enquêteurs s'intéressent à une nouvelle piste, celle de Sid Ahmed Rezala. L'individu qui est recherché par toutes les polices de France pour être soupçonné d'avoir tué 3 jeunes femmes avec le même mode opératoire, à savoir des coups de couteau et égorger. Un couteau pour égorger la victime. Un mode opératoire étrangement similaire à celui du meurtrier d'Angélique. Sid Ahmed Rezala aurait-il pu tuer l'étudiante dans l'Oise? L'hypothèse paraît crédible. D'autant plus qu'il y a un détail qui intéresse beaucoup les enquêteurs. Il s'avère que celui qu'on appelait le tueur des trains est passé par Amiens, a résidé à Amiens à une période où Angélique commençait ses études à Amiens. C'est une piste qui est examinée par les enquêteurs avec les comparaisons ADN. L'empreinte génétique de Sid Ahmed Rezala
est donc comparée avec l'ADN retrouvé sur les vêtements d'Angélique. Seulement, elle ne correspond pas. Le tueur d'étreint n'a donc rien à voir avec la disparition de l'étudiant. Pour autant, les policiers n'abandonnent pas la piste des tueurs en série. On a de cette façon des comparaisons ADN qui sont faites avec Guy Georges, qui était le tueur de l'Est parisien. On a des comparaisons qui sont faites avec Arce Montes, impliqué dans l'affaire de la petite Caroline Dickinson, tuée en juillet 1996 en Ille-et-Vilaine, quelques mois avant le meurtre d'Angélique. Les enquêteurs en sont là. Les enquêteurs se raccrochent avec toute affaire qui peut, de près ou de loin, s'assimiler à l'affaire Angélique. Malheureusement, toutes les comparaisons ADN s'avèrent négatives. Pourtant, les échecs successifs de l'enquête n'entament en rien la détermination de la mère d'Angélique. Marie-Pierre Mazier en est convaincue, seul l'ADN permettra d'identifier le meurtrier de sa fille. Alors, elle va maintenant remuer ciel et terre pour que la France se dote d'un vrai fichier, incluant les personnes ayant déjà commis un délit, quel qu'il soit. Ce que je veux en particulier, c'est que le fichier soit élargi à tous les délinquants, sexuels ou non. Elle va entrer dans un combat vraiment militant pour que soit créé un fichier national et automatisé d'empreintes génétiques, non seulement des délinquants sexuels, mais de tout délinquant, pour pouvoir, comme dans d'autres pays, comme dans les pays anglo-saxons par exemple, avoir un outil pour trouver les auteurs de crimes. Pour atteindre son objectif, Marie-Pierre Mazier ne ménage pas ses efforts. Elle écrit, téléphone, interpelle les politiques de tous bords. Elle en appelle même à son député, Lucien Degauchy, qui va se faire le relais de la mère d'Angélique pour promouvoir l'élargissement du fichier ADN. Ce fichier n'a toujours pas été mis en place. Ainsi, c'est le cas pour la jeune Angélique Dumez, assassinée le 13 octobre 1996 à l'âge de 19 ans et pour qui l'énigme reste entière. Marie-Pierre Mazier veut des résultats. Elle n'hésite pas à solliciter les plus hautes autorités de l'État. Quand on ne la reçoit pas, elle s'invite dans les ministères. Elle ira à Paris en bus et personne ne l'empêchera de voir la ministre. Comme ce jour de septembre 1999, puisque la garde des Sceaux de l'époque, Madame Guigou, fait la sourde oreille, ce jour-là, la mère d'Angélique va employer les grands moyens. Et l'expédition Place Vendôme est même filmée par son association. Et Madame Guigou rentre, ça devait être un mercredi parce qu'elle rentre du Conseil des ministres et elle sort de sa voiture, elle regarde et elle nous dit « Mais pourquoi manifestent-ils puisqu'ils vont être reçus ?» Effectivement, je vais être reçue avec les membres de l'association, mais vraiment par un sous-chef de cabinet. Ça se passe très mal parce qu'il veut absolument pas écouter ce qu'on a à lui expliquer, à savoir qu'on voudrait que tous les délinquants soient dans ce fichier. Et alors là, c'est non. Vous vous rendez pas compte, un fichier d'empreinte génétique, c'est impossible. En France, c'est pas possible. Le gouvernement de gauche ne veut pas entendre parler du fichier élargi proposé par la mère d'Angélique au nom du respect fondamental des libertés individuelles. Octobre 2001. Alors que la mère d'Angélique tente en vain d'alerter la classe politique, l'enquête rebondit. Un homme vient trouver les policiers de Compiègne, car il a des révélations à faire. Il s'agit d'un projectionniste du cinéma qui se trouve en centre-ville, une rue derrière la boîte de nuit où était Angélique. Le projectionniste se souvient avoir vu une jeune fille ressemblant à Angélique importunée par deux hommes. Selon lui, l'altercation s'est déroulée le jour de la disparition d'Angélique, à 2 pas de la boîte de nuit, et quelques heures seulement avant que la jeune fille n'aille danser. Le témoignage intéresse fortement les enquêteurs, car le projectionniste connaît l'un des deux hommes. Et c'est comme ça qu'il désigne Fernando Gomes Ferreira comme étant un possible acteur ou témoin direct de la mort d'Angélique.
Les enquêteurs interpellent alors Fernando Gomes Ferreira, un franco-portugais de 26 ans, sans emploi. Et l'interrogatoire du suspect va se révéler très instructif. 5 ans après la mort d'Angélique, pour la première fois, les policiers ont devant eux un homme qui dit avoir vu quelque chose la nuit du drame. Nous nous sommes procuré le PV d'audition de cet homme et voici ce qu'il déclare. Le 12 octobre 1996, Fernando Gomes Ferreira raconte qu'il se rend en voiture au City Hall, la boîte de nuit de Compiègne, en compagnie de l'un de ses amis portugais, Raphaël. Au policier, Fernando raconte que c'est Raphaël qui a accosté Angélique à la sortie de la discothèque. Il a abordé une fille. Il a demandé plusieurs fois une cigarette en portugais. Moi, je suis resté dans la voiture et il est sorti. Il raconte que Angélique s'est fait enlever place Saint-Jacques, par exemple. Donc le parking qui se trouve juste à côté de la discothèque en centre-ville. Puis, toujours selon Fernando Gomes Ferreira, l'ami en question aurait mis Angélique dans le coffre de la voiture. Par contre, il n'avance aucune explication concrète sur le meurtre de la jeune fille. Après coup, on aurait emmené le corps de cette jeune fille jusqu'à la forêt de Compiègne, là-bas où on va retrouver le corps de cette malheureuse enfant. Une fois dans la forêt de Compiègne, Fernando Gomes Ferreira serait resté dans la voiture. C'est son ami Raphaël qui se serait débarrassé du corps. Il a tiré le corps et il l'a posé. Il a pris le corps sous les bras et il l'a traîné sur le dos. Il l'a posé. Reste que Fernando Gomes Ferreira est catégorique sur un point essentiel. Il n'a pas assisté au meurtre d'Angélique. Alors, qui est ce fameux Raphaël avec qui Fernando était la nuit du drame? Il désigne même un homme qu'il décrit comme étant de style gitan. Un homme qui est parti au Portugal, et un homme surtout dont il va donner un prénom. Il va mettre en cause un garçon qui s'appelle Raphaël, un Portugais comme lui, avec lequel il aurait commis quelques menus larcins. Les enquêteurs partent donc au Portugal pour appréhender celui qui fait désormais figure de suspect. Fernando Gomes Ferreira, lui, est mis en examen pour complicité de meurtre et incarcéré. Les policiers n'ont aucun mal à retrouver la trace de Raphaël. Après 5 années d'enquête, les enquêteurs ont enfin en face d'eux un coupable potentiel. Raphaël est interrogé. Mais dès le début de la garde à vue, les policiers vont très vite se rendre compte qu'ils font fausse route. Raphaël, le fameux Raphaël, reconnaît être passé par Compiègne, mais les dates ne collent absolument pas avec celle de l'assassinat d'Angélique. Et avec la vérification ultime de l'ADN, on sait bien que Raphaël n'a jamais rien fait de mal, et c'est d'ailleurs pourquoi la justice portugaise va le remettre en liberté et que la justice française l'abandonne totalement. La piste Raphaël, évidemment, disparaît. Raphaël n'est donc pas l'auteur du meurtre d'Angélique.
Les enquêteurs s'interrogent. Pourquoi Fernando Gómez Ferreira les a-t-il orientés sur une fausse piste? Aurait-il accusé son camarade pour s'innocenter? Serait-il en fait le coupable? A priori, c'est peu probable puisque l'ADN de Fernando Gómez Ferreira ne correspond pas à celui retrouvé sur le corps d'Angélique. Le fait que son ADN ne soit pas compatible avec l'ADN qui a été retrouvé sur la victime fait qu'il ne peut pas l'avoir violée. Et on ne retrouve nulle part son ADN à lui sur la victime, ce qui fait que non seulement il ne peut pas l'avoir violée, mais a priori il ne peut pas l'avoir égorgée. Pourtant, les policiers restent convaincus que Fernando Gómez Ferreira leur cache quelque chose. Les enquêteurs s'appuient toujours sur les fameux aveux que le jeune homme a passés lors de sa garde à vue. Il m'a semblé que la voiture bougeait, comme si on chargeait quelque chose. Je me doutais que c'était la fille. Raphaël m'a dit « T'inquiète pas, j'ai tué. J'ai tué. » Seulement pour son avocat maître Hubert Delarue, les confessions de Fernando Gómez Ferreira ne peuvent être prises au sérieux, car l'homme aurait été la victime d'un interrogatoire un peu trop musclé. Manifestement, il a raconté en garde à vue tout et n'importe quoi. On me dira, mais certaines des choses qu'il va dire sont en adéquation, sont conformes au dossier. Bien sûr, parce que les policiers le connaissent, le dossier. Alors, Fernando Gómez Ferreira, tu t'es bien rendu avec l'assassin en forêt de Compiègne, à tel endroit? Oui, bien sûr, etc. Il va répondre par l'affirmative. Est-ce qu'il fait des hochements de tête? Personne n'en sait rien, ça n'est pas filmé, il n'y avait pas d'avocat. Fernando Gómez Ferreira aurait-il pu se laisser influencer dans ses déclarations? Une chose est sûre, l'homme est loin d'être un témoin fiable. Fernando Gómez Ferreira, à l'époque, c'est un garçon qui a 26 ans. Il est présenté comme étant très fragile par sa famille. Il a fait plusieurs placements dans des hôpitaux psychiatriques. Il a été soigné pour des troubles du comportement, pour des hallucinations. Fernando Gómez Ferreira, fragile psychologiquement, a-t-il tout inventé? Ou au contraire est-il un pervers manipulateur? Quoi qu'il en soit, le 30 avril 2003, après 2 ans de prison préventive, l'homme obtient sa libération sous contrôle judiciaire. Et pour la mère d'Angélique, c'est une catastrophe. Je veux le choper quand il va sortir. Et donc j'attends qu'il sorte. Et je peux pas l'approcher parce qu'évidemment il est entouré par des gendarmes. Et donc c'est son avocat qui prend. Je pousse son avocat, j'attrape son avocat en fait et je le pousse violemment parce que je suis en colère quoi. Il n'y a personne qui a bougé tellement ils ont vu que c'était mon cri de désespoir. Je me suis dit, ça y est, ils me le sortent, ils sortent de prison, on ne va plus rien avoir. Est-ce qu'il va repartir dans son pays? Est-ce qu'il va rester là? C'est difficile. Donc j'ai tout ça qui me passe par la tête en 5 secondes quoi. Tout s'écroule en fait. Après des années d'enquête infructueuse, personne ne connaîtra jamais l'assassin d'Angélique. C'est du moins ce que murmurent en coulisses les policiers à la famille de la victime. On nous disait qu'il fallait un jour ou l'autre faire le deuil, qu'il fallait passer à autre chose, que c'était pas forcément sain non plus pour la famille de ne pas tourner la page. C'était un discours qui nous a été régulièrement servi. C'est inconcevable qu'on puisse penser un seul instant qu'un dossier doit être classé. Il ne faut pas oublier qu'un dossier, c'est pas qu'un dossier, c'est une jeune fille ou un jeune homme qui a été tué, c'est un prénom, c'est pas un numéro. Il y a des vies derrière, il y a une famille. Il y a une famille derrière et il faut que cette famille-là sache la vérité. Les policiers sont démotivés, mais pas Marie-Pierre Mazier. Très déterminée, la mère d'Angélique continue à se battre et décide de s'adresser directement au premier flic de France, Nicolas Sarkozy. Mesdames et messieurs, Monsieur Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, de l'aménagement du territoire. Marie-Pierre Mazier est ce jour-là accompagnée des membres de l'association Angélique
qui filme la rencontre à Melun en juin 2005. Asseyez-vous surtout. Je profite de rencontrer Nicolas Sarkozy lors d'une journée de victimes pour dire par la voix de la présidente de l'association, Isabelle Bockel, mon mécontentement, quoi, que ça ne va pas du tout. Bonjour, je suis Madame Bockel, présidente de l'association Angélique à Angers-Passé. Isabelle Bockel intervient. Quant à Angélique, malheureusement, le dossier n'avance pas. Je pense qu'au niveau de la police judiciaire de Creil, le dossier d'Angélique doit être à côté de la machine à café. Peut-être que quelqu'un prend le temps de temps en temps de tourner une page. Donc là, M. Sarkozy a dit que c'était que c'était pas normal. La maman d'Angélique, je la connais bien, elle est ici. Deuxièmement, faut pas qu'elle recommence à pleurer. Et je sais parfaitement quelle est cette affaire. Je vous promets pas qu'on réussira à tous les coups. Mais je vous promets qu'on va se donner une main. Nicolas Sarkozy le jure, l'affaire Angélique ne sera pas classée. D'ailleurs, le futur président de la République s'engage à mettre en place l'outil que Marie-Pierre Mazier réclame depuis des années, l'élargissement du fichier ADN à tous les délinquants, à l'exception des délits routiers. Désormais, presque n'importe quelle personne qui aura affaire à la police ou à la justice aura son empreinte génétique prélevée. Marie-Pierre Mazier, la mère d'Angélique, a remporté sa bataille qui va révolutionner le travail de la police. Ainsi, il a fallu près de 10 ans pour que l'ADN du meurtrier d'Angélique puisse être comparé à ce nouveau fichier. Malgré les moyens d'enquête mis à la disposition de cette affaire, eh bien, le dossier Angélique reste au point mort. Et pourtant, c'est bien l'ADN qui permettra de démasquer le tueur d'Angélique des années plus tard. Nous sommes le 16 mai 2011. Près de 15 ans après la mort d'Angélique, Marie-Pierre Mazier est convoquée au tribunal de Senlis. Le juge en charge du dossier Angélique, Sylvain Maheo, souhaite s'entretenir avec la mère de l'étudiante assassinée. Je vois M. Maheo qui fait une drôle de tête. M. Maheo fait une tête comme j'avais jamais vue. Il nous dit tout de suite, voilà, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je lui dis, commencez par la bonne nouvelle. Il me dit, voilà, on a retrouvé le meurtrier de votre fille Angélique. Il donne un nom, celui de José Mendes Furtado. C'est un homme d'origine capverdienne, âgé de 52 ans, travaille dans le bâtiment, il est maçon. L'homme a été identifié. 3 mois plus tôt, José Mendes Furtado a fait l'objet d'un prélèvement ADN pour violence conjugale. On est là en début d'année 2011. Son empreinte génétique est entrée dans le fichier et le fichier parle. Les éléments ADN démontrent qu'il aurait violé cette jeune femme. Pour la mère d'Angélique, c'est le combat de toute une vie qui donne enfin des résultats. Le fait de savoir que c'est le fichier qui avait fait en sorte que Mendes Furtado soit retrouvé, ça m'a mis du baume au cœur parce que depuis des années que je me bats pour le fichier d'empreinte génétique, c'est le fichier qui a fait en sorte qu'on sache enfin la vérité, qu'on puisse mettre un nom et un visage sur le violeur et l'assassin d'Angélique. Donc, oui, je me dis, je ne me suis pas battue pour rien. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais finalement, j'ai bien fait, j'ai bien travaillé. Le magistrat ne se contente pas de donner le nom du meurtrier présumé d'Angélique. Il montre aussi sa photo à Marie-Pierre Mazier. Un visage connu pour elle, car l'homme habitait Compiègne. Et en fait, je l'ai reconnu et je sais qu'il passait régulièrement sur mon lieu de travail. J'ai croisé l'assassin de ma fille sans savoir que c'était lui. Ça m'est insupportable.
qui est le plus incroyable dans cette affaire, c'est qu'après la mort d'Angélique, José Méndez Furtado, qui habite à 2 minutes en voiture de la mère d'Angélique, a une vie banale, normale, comme vous et moi, quoi. Il va au supermarché où travaille la mère d'Angélique. Elle est caissière, donc il la croise, la reconnaît très vraisemblablement parce que sa photo est passée à de multiples reprises dans la presse locale. Et il a vécu pendant presque 15 ans en sachant ce qu'il avait fait, en sachant qui j'étais. Et avec tous les appels à témoins que j'ai faits, il n'a jamais rien dit. Il a vécu avec ça tout le temps. Et le pire, c'est que l'homme qui a vécu à côté de la mère de la victime ne parlera plus jamais. Car le juge d'instruction annonce sa mauvaise nouvelle. José Méndez Furtado, le meurtrier présumé, s'est donné la mort 2 mois plus tôt, juste à côté de Compiègne. Je suis choquée. Je suis choquée. Je me dis, bon alors, on l'a trouvé, ok. Il est mort, bon, comment? C'est un homme qui vient de se... Après avoir tué à l'arme blanche et brûlé sa femme. Furtado décédé, c'est une nouvelle enquête qui redémarre pour les policiers en charge du dossier Angélique. Une enquête sur un mort qui a emporté avec lui ses lourds secrets. J'ai un peu l'impression que le meurtre d'Angélique va rester impuni. Et puis, est-ce qu'on va savoir, est-ce que je vais savoir toute la vérité? Puisqu'il est parti, il n'y a que lui qui savait ce qu'il avait fait, pourquoi, comment. Et j'ai un peu peur de rien savoir, quoi, de jamais rien savoir. Pour nous, ce dossier ne pourra connaître le mot fin qu'à partir du moment où nous aurons tous les éléments qui nous permettront d'établir précisément ce qui a pu se passer. Avec qui elle est partie, dans quelles conditions et comment elle a été tuée. Et la question du pourquoi sera peut-être celle à laquelle il sera le plus difficile de répondre, puisqu'effectivement, l'auteur principal, en tout cas le principal inculpé, n'est plus là pour nous en parler. De nombreuses zones d'ombre planent toujours sur cette affaire. José Méndez Furtado avait-il des complices? Et Fernando Gómez Ferreira, l'unique suspect, toujours mis en examen pour complicité de meurtre, connaissait-il le violeur d'Angélique? Pour son avocat, la question ne se pose même pas. Moi, son conseil, je lui ai dit, si tu as vu cet homme, si tu l'as côtoyé, de toute façon, ça se saura peut-être, donc autant que tu me le dises. Il me dit, écoutez, maître, je ne sais pas qui c'est, on a montré sa photo dans la presse, c'est un monsieur qui ne me dit absolument rien. La justice est donc confrontée à une situation difficile. Le violeur d'Angélique est mort, et aucune preuve scientifique n'atteste la présence d'un complice présumé sur les lieux du crime. Aujourd'hui, Marie-Pierre Mazier vit toujours à Compiègne. Elle ne regrette pas ces 15 années de lutte. Depuis presque 15 ans, tous les jours, je me dis, allez, il faut que ce soit aujourd'hui, il faut que ce soit aujourd'hui. Il faut qu'on m'appelle pour me dire, ça y est, on l'a. Bon, là, ça ne s'est pas passé exactement comme je l'aurais souhaité, mais voilà, ça y est, j'ai le nom et j'ai son visage. Ça ne change rien, ni au chagrin, ni à la douleur, ça ne me fera pas revenir Angélique, mais bon, quelque part, c'est un petit soulagement quand même. Le dossier d'Angélique n'est toujours pas refermé. La justice doit toujours tenter de découvrir le scénario du meurtre de l'étudiante. Et surtout, elle devra se prononcer sur le sort de Fernando Gómez Ferreira, qui est toujours mis en examen pour complicité de meurtre.